Des élections présidentielles qui ont eu lieu au mois de mars 2024 au Sénégal étaient très à risque, comme vous le savez tous. Celle-ci aurait d'ailleurs dû avoir lieu le 25 février, mais pour les raisons que vous connaissez certainement, ont été légèrement décalées au 24 mars 2024. Les élections sont organisées par l'État, qui en général est aussi candidat, d'une certaine façon. Pas l'État lui-même. L'État est là pour tout le monde. L'État, c'est l'administration, les différentes structures, les corps de contrôle, etc. Mais toutes ces structures-là sont dirigées par des personnes qui sont nommées par l'État. S'il s'agit d'élections présidentielles, c'est le président de la République qui nomme tout le monde, en fin de compte. Donc, s'il est lui-même candidat ou a un candidat, il est tout à fait légitime que les candidats des coalitions de l'opposition ou le candidat des coalitions, de la coalition de l'opposition, puissent s'inquiéter de ce que ces élections-là puissent se dérouler correctement. Et l'un des préalables est que les données électorales soient correctement traitées. Ces données électorales sont de deux ordres. D'abord, la carte électorale. Pour chaque élection, nous avons des zones d'abord, des zones. Par exemple, si vous prenez la diaspora, ici au Sénégal, dans le fichier électoral, dans la carte électorale, nous avons certaines zones, comme l'Europe du Nord, de l'Ouest, du Centre et de l'Est, comme l'Europe du Sud, etc. Dans ces zones, nous avons des régions. Dans ces régions, nous avons, dans chacune de ces régions, évidemment, nous avons donc des départements. Dans chacun de ces départements, nous avons des communes. Dans chacune de ces communes, nous avons des centres de vote. Et dans chacun de ces centres de vote, nous avons des bureaux de vote. Et dans chaque bureau de vote, nous savons très exactement quel est le nombre d'inscrits. Ça, c'est la carte électorale. Mais cette carte électorale, en réalité, ne tombe pas du ciel. Elle provient du fichier électoral qui, en plus de ces informations que je viens de citer, comporte aussi le nom des personnes qui sont inscrites dans chaque bureau de vote. Donc avec un numéro d'électeur, on doit pouvoir trouver le bureau de vote de n'importe quel électeur. Donc son centre de vote, évidemment, sa commune, son département, sa région et la zone dans laquelle il travaille. Donc, cette information-là est en principe entre les mains des services de l'État. Donc, le travail qu'il est important de faire d'abord au niveau du service de l'État, c'est de s'assurer que ces fichiers-là sont tous en phase et reflètent la réalité électorale du pays. Mais c'est un devoir, ça. C'est en principe le travail de l'État et de ses structures de contrôle. Mais comme toutes les personnes qui dirigent cela sont nommées par l'État, jusqu'ici, l'opposition ou ceux qui représentent donc l'opposition au pouvoir se soucient de cela. Et c'est la raison pour laquelle ils ont absolument besoin de travailler pour s'assurer que ces données, la carte électorale comme le fichier électoral, seront conformes à la réalité électorale du pays. Soyons clairs,
lorsque le travail se fait par des techniciens, des ingénieurs, il ne s'agit pas, si on les fait du côté donc des coalitions de l'opposition, il ne s'agit pas de produire quelque chose qui avantage l'opposition. Non, pas du tout. D'ailleurs, en fait, ça ne servirait à rien parce que donc l'État pourrait très facilement battre en brèche toute tentative de fraude venant du côté de l'opposition. Donc, ce travail-là doit simplement être un travail de technicien qui établit et corrige, s'il y a lieu, les quelques erreurs qui peuvent provenir des fichiers qui sont officiellement transmis par l'État aux différentes coalitions politiques qui sont dirigées par des candidats de la partie de l'opposition. Donc, le technicien ne prend pas parti, il fait le travail pour que la clarté des fichiers permette à chaque électeur de pouvoir exprimer librement son droit de choisir son candidat. Donc, nous avons eu l'immense plaisir de travailler dans ce cadre-là pour ce qui concerne les élections présidentielles dernières au Sénégal. Mais on peut prendre le Sénégal comme exemple, mais en réalité, ce travail-là peut s'appliquer à n'importe quel autre pays. Évidemment, les fichiers peuvent avoir ce qu'on appelle un vidage différent, donc au niveau de chacune de ces tables. Bon, il faudra donc des serveurs de base de données. Dans ces serveurs de base de données, il faudra des bases de données. Nous avions ici, en fait, une base de données qu'on a appelée antifraude, qui permettait donc de recueillir toutes les informations relatives aux fichiers et de les structurer, de les indexer pour que les calculs puissent se faire dans les meilleures conditions possibles. Mais nous avions maintenant, donc en fait, une autre base de données que nous avons appelée microservice calcul, qui permettait de répondre à un cahier de charge de la structure de la coalition d'opposition chargée de détecter les fraudes éventuelles. Donc, ce que je vous montre ici représente une partie donc, de ce travail-là. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici ce qu'on appelle, en fait, c'est des petits logiciels en réalité, des algorithmes qui permettent de traiter de fonctions bien déterminées. Ici, par exemple, nous avons besoin de quelques lignes de code pour pouvoir charger les différentes zones qui sont en fait une liste qui est contenue dans un fichier du type Excel qu'on appelle un fichier CSV, mais c'est un fichier de texte, disons, pour faire simple. Donc, je vous ai dit donc qu'en dessous des zones, nous avons en réalité donc les régions. Bien, donc là aussi, il y a un fichier qui, comme vous voyez ici, se trouve donc à cet endroit-là, bon, pour le calcul que nous avons eu à faire, et nous récupérons ces informations-là pour pouvoir les mettre, quand on dit charger, en fait c'est charger la base de données correspondante du serveur de données que nous avons activé pour pouvoir y mettre les informations qui sont sous format texte et qui nous viennent donc des fichiers CSV et qui ne sont pas exploitables directement par un ordinateur dans ce sens-là, dans le sens de l'analyse des données. Bien. Ensuite, comme je l'ai indiqué, nous devons charger aussi donc les départements. Ce n'est pas une tâche très, très simple, nous reviendrons dessus tantôt. Après les départements, nous devons écrire aussi, bien entendu, les logiciels pour pouvoir charger l'ensemble des communes. Et il y a eu, donc dans ce contexte-là, énormément de difficultés parce que si autant pour les départements, donc en général les noms sont communs et très simples à écrire, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 45 ou 46, bah, il était tout à fait possible donc de les vérifier même manuellement. Par contre, quand vous passez aux communes,
et que les écritures varient donc d'une source à l'autre, et qu'en réalité donc il n'y a pas une codification officielle des communes, il faut passer par beaucoup d'artifices pour arriver à savoir quelle commune représente réellement tel label ou libellé que nous avons trouvé donc dans tel ou tel fichier. Ceci est très important. Il a fallu pour cela, en réalité, pour faire ce genre de comparaison, créer donc un logiciel très spécial sur lequel nous allons avoir à revenir. Puis après, dans chacune des communes, il faut charger donc l'ensemble des centres de vote, comme je l'ai indiqué tantôt. Donc là aussi, c'est en général des logiciels qui sont assez simples, mais qui nécessitent énormément de comparaison parce que donc d'une élection à l'autre, la façon dont on écrit le nom du centre de vote peut varier. Il est possible quelquefois qu'on se trompe sur le département de rattachement ou la commune de rattachement ou le département de rattachement, etc. Donc il faut absolument tout tester, tout vérifier pour s'assurer. Évidemment, donc, si on devait le faire manuellement, cela prendrait un temps fou. Donc il faut le faire de façon électronique, donc informatique, avec les algorithmes qu'il faut pour pouvoir réaliser ce type de travail. Ensuite, une fois cela fait, donc maintenant, il faut penser aux traitements à venir, notamment pour ce qui concerne, disons, la vérification ultérieure du nombre de votants qu'il y a ou nombre d'inscrits déclarés par l'État au niveau de chaque bureau de vote. Et pour cela, donc, on a besoin en fait de fichiers externes, qui sont donc les fichiers ici de ce que nous appelons au Sénégal l'ANSD, qui est l'Agence nationale de statistiques et de la démographie. Excellent travail donc, dans cette agence-là, qui est vraiment une référence. On en profite pour leur rendre hommage. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc en fait, ici, nous n'avons travaillé qu'avec des données publiques parce que l'agence publie les sources de ces rapports pour que les chercheurs, comme nous autres, puissent y accéder pour pouvoir exploiter ces informations-là à bon escient. Ça peut être ici, donc dans le but que je viens de vous indiquer, mais cela peut être aussi donc, dans le cadre de recherche pour des questions d'agriculture, de migration, etc., etc. Vraiment un très bon travail qu'ils font et il faut le saluer. Donc nous avons exploité cela pour nous assurer aussi que nous allons pouvoir avoir la pyramide des âges, de cette pyramide des âges déduire maintenant ce qui sont les majeurs dans chaque commune et savoir comment ces majeurs-là ont été répartis dans les différents centres de vote et dans les différents bureaux de vote. Ce qui est très très important pour faire la comparaison, parce que si nous trouvons pour une année donnée des votants qui sont 2 fois plus que ce que l'ANSD prévoit, donc on peut se poser des questions. Mais je peux vous le dire ici qu'à l'analyse après, donc on s'est rendu compte que tout était tout à fait correct dans les limites, même s'il y a eu quelques écarts, mais c'est vraiment dans les limites qui ne peuvent en aucun cas, qui ne pouvaient en aucun cas entacher la sincérité des élections et des votes. Donc, c'est un travail très important que nous avons eu à réaliser donc avec ces logiciels-là. Charger les populations par commune de l'ANSD, là, c'est aussi donc un vrai challenge parce que souvent présenté sous forme de fichiers Excel aussi, un tableur. Et il a fallu faire énormément de vérifications et de comparaisons, mais évidemment de façon automatique, disons-le tout de suite, en développant une intelligence artificielle qui permet de régler ces problèmes-là, la certitude, en éliminant le principe même de la certitude totale. Mais je préfère y revenir après et on verra exactement comment ce genre de choses-là peut être fait. Alors, après cela, donc, en fait, on charge évidemment donc, le fichier électoral. C'est un monstre. Donc,
plus de 7 300 000 entrées. Et il faut vérifier chacune de ces entrées-là, parce que toutes les informations détaillées y sont. Et donc, pour chaque ligne, on doit s'assurer que l'électeur concerné est bien inscrit dans le bon bureau de vote, qu'il est dans le bon centre de vote, qu'il est dans la bonne commune, qu'il est dans le bon département, la bonne région et la bonne zone. Si ce n'est pas le cas, donc c'est qu'il y a erreur quelque part. Évidemment, donc, quand vous faites ce genre de récupération, de chargement de fichiers, vous ne pouvez pas sur chaque ligne vous mettre donc à faire des... Là encore, en réalité, donc l'intelligence artificielle aide énormément donc, à raccourcir les délais de traitement de ces informations-là. Juste en passant, donc en fait, le traitement de ces informations, même avec des serveurs assez puissants, prend au moins 24 heures à partir du moment où les fichiers sont à notre disposition. Donc, c'est quand même des traitements assez lourds. Bon, une fois en fait qu'on a toutes les informations concernant l'ANSD, bien entendu donc les communes pour les comparaisons, bah, il faut aussi mettre en relation, parce que l'ANSD a sa façon de nommer les communes, la direction de l'administration des fichiers qui gère le fichier électoral a sa façon de nommer les communes, et donc il faut trouver un moyen de faire un rapprochement entre donc, les noms qui sont ceux de l'ANSD et les noms qui sont ceux donc, proposés par la direction de l'administration des fichiers. Et donc là encore, évidemment, donc, voilà, les comparaisons, les taux de coïncidence. Donc, qui dit taux de coïncidence, en fait, parle d'intelligence artificielle et apprentissage en cours de traitement, qui fait que donc on peut faire tout cela dans des délais assez raisonnables. Puis ensuite, donc en fait, bon, voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Mise à jour du fichier des populations, n'est-ce pas? Bon, suite au chargement des projections annuelles, je lis ce qui est marqué ici, hein, de population, il faut aller chercher le lien entre les communes ANSD et celles du fichier électoral, étant donné que la structure a changé avec la création, après le recensement de 2013 du département de Keur Massar. Mais comme c'est cette nouvelle hiérarchie qui s'appliquera en 2024, nous choisirons les références administratives irrelatives. Par ailleurs, étant donné que la pyramide des âges est disponible, nous calculerons et renseignerons en même temps les colonnes de population. Et on procède comme si on prend comme commune ANSD, une commune ANSD et le département annoncé. On trouve la commune, le département et la région électorale correspondante. On calcule le pourcentage que représentent les majeurs dans cette région cette année-là. Et on répercute ces résultats sur la commune ANSD pointée et garder les informations administratives dans un dictionnaire dans le but de ne plus refaire les recherches inutilement. Donc le dictionnaire, c'est le résultat en fait, de l'apprentissage de l'intelligence artificielle qui, une fois qu'elle a pu répondre à une situation qui était compliquée, se souvient de cette situation-là, elle l'enregistre quelque part dans un dictionnaire et la prochaine fois qu'on fait les investigations, quand on a une inquiétude ou une incertitude, on va contrôler d'abord dans le dictionnaire avant de se relancer donc dans une recherche. Et si on trouve dans le dictionnaire, bah, on répond tout de suite à la question et ça, celui qui est en face n'est même pas informé. Bon, vous savez tous comment fonctionne l'intelligence artificielle, parce qu'on en parle pratiquement tous les jours. Et évidemment, donc, il faut charger naturellement aussi donc, la carte électorale. Bon, je l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir. Donc, chacun de ces modules-là, chaque fois que vous voyez DEF, c'est qu'il y a des algorithmes qui ont été rédigés, plus ou moins longs, pour arriver à faire en sorte que ces informations-là puissent être intégrées dans le serveur et une fois dans le serveur, dans
la table, dans la base de données appropriée, et une fois dans la base de données, dans la table qui est désignée et qui est appropriée. Bon, on peut avoir aussi, quand on est surtout donc du côté des coalitions de l'opposition, avoir un travail à faire, disons, de comparaison par rapport aux résultats des élections précédentes. Donc, bon, là aussi, évidemment, on crée simplement donc une table dans la base de données appropriée pour pouvoir intégrer aussi ces données-là qui peuvent être très intéressantes. Et donc, en faisant tout cela, il ne faut pas penser simplement que donc en réalité, il suffit juste d'importer. Il y a dans les logiciels, les modules que j'ai déroulés tantôt, très souvent des endroits où il faut faire des recherches. Parce que donc en fait, on a quelque chose, mais le département n'est pas très sûr. Donc il faut aller chercher si ce département-là est connu ou pas. Donc ça, à l'intérieur de cela, on va utiliser donc l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter et voir et aller plus vite, apprendre de ce qu'on va trouver et pour ne pas avoir à se poser la même question si on trouve une situation comparable. Donc ça, c'est au niveau département. Vous voyez donc qu'il y a quelques lignes qui sont ici, mais en réalité, c'est encore plus difficile, ces recherches-là, quand on est au niveau de la commune, comme vous voyez que la taille, la dimension donc des algorithmes, de l'algorithme ici n'est absolument pas la même. C'est très, très, très important pour réellement éviter toute ambiguïté dans ce cadre-là. Et évidemment, bon, pour les centres de vote aussi, c'est pareil, parce que quelquefois, les noms sont vraiment tirés par les cheveux. Là encore, le processus d'apprentissage dans ce module-là est un processus extrêmement important qui permet, là encore, à la fin, d'arriver à juste. Alors, cette fameuse intelligence artificielle-là, en réalité, permet de calculer des taux de coïncidence. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail donc, du logiciel lui-même, parce qu'il est en fait composé de trois éléments. Donc, on a ici, en fait, ce qu'on a appelé le taux de coïncidence multi. C'est-à-dire multi, c'est quand donc, les variables qui sont ici sont composées de plusieurs mots. Donc, c'est des labels. Par exemple, un nom et un prénom, etc. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle multi. Mais le multi lui-même va s'appuyer en fait sur une recherche tout simple, donc de taux de coïncidence entre deux mots qui ne sont pas multi. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est que l'intelligence artificielle est très importante parce qu'en réalité, elle nous rapproche de ce que l'esprit humain fait. Elle nous en rapproche. Parce que la certitude absolue, en informatique en général, quand on veut savoir si deux labels sont identiques, on met un signe égal entre les deux. Est-ce que telle chose est égale à telle autre? Bon, soit c'est oui, soit c'est non, et on passe à la suite. Mais ici, ça peut être très légèrement non, mais beaucoup de oui. C'est-à-dire, donc, en fait, on cherche un taux de coïncidence, et ce taux de coïncidence-là, s'il est raisonnable, donc, s'il est clair, par exemple, je trouve un taux de coïncidence de 99%, je n'hésite pas, je l'approuve. Mais si je trouve un taux de coïncidence de 66%, je vais quand même me poser la question de savoir est-ce que c'est bien ça que vous voulez faire? Ou bien vous avez quelque chose d'autre à côté qui ressemble plus à cela. Une fois que j'ai répondu à la question, le système va prendre donc et le problème initial et la réponse que j'ai donnée et va enregistrer tout ça dans le dictionnaire. Et la prochaine fois que le problème se posera, cette comparaison-là se fera automatiquement. Cette comparaison-là se fera tout à fait automatiquement. Bien. Donc, et ça, c'est vraiment très important. Ça joue un rôle assez déterminant. Bon, les autres modules sont juste des petits modules de recherche pour savoir si on a, par exemple, un index du département ou de la commune, à quelle commune ça correspond, quel centre de vote cela correspond quand on a donc l'identité d'un centre de vote, l'index d'un centre de vote et qu'on n'a pas, etc., correction de doublons, enfin bref. Mais ici, ça ne fait absolument pas partie
du traitement. Donc, mais c'est que dans les fameuses tribulations de M. Sonko, vous vous souvenez donc que quand il est rentré de Ziguinchor pour rallier Dakar, pour faire une grande manifestation, il a été intercepté par pratiquement toute une armée, quelque part du côté dans le Saloum. Et on l'a embarqué donc dans un véhicule militaire avec des gendarmes dedans. On lui a pris ses pièces, photographié, envoyé tout cela donc en fait dans un site qu'on a appelé Anita Diop. Mais Anita Diop, donc on n'a jamais su qui c'était. Alors, je vais utiliser donc la petite intelligence artificielle. Vous voyez donc ici le taux de coïncidence, tel que je l'indique ici, pour essayer de savoir réellement, en fait, qui pourrait être cette Anita Diop-là. Parce qu'en réalité, les criminels signent toujours leurs crimes. Les criminels signent toujours, d'une façon ou d'une autre, leurs crimes. Et c'est assez extraordinaire parce que c'est le narcissisme. Ce qui fait donc des chefs mafieux, ce qu'ils sont, c'est le narcissisme. C'est-à-dire c'est leur personne qui compte plus que n'importe quoi d'autre. Et donc c'est en commettant leurs crimes, ils tiennent absolument à ce que ceux qui leur ressemblent donc puissent détecter que ça, c'est le patron. Eh bien, donc on peut, j'ai juste fait vraiment ici une petite simulation. Donc ce petit module-là que vous voyez ici, bon, n'est pas quelque chose vraiment qui a été utile pour le traitement des données. C'est aujourd'hui, en fait, que je vais vous montrer pour la toute première fois. Essayez de savoir qui est Anita Diop. Donc je suis allé chercher dans une liste qui est la liste des ministres, y compris le Premier ministre qui est donc Amadou Ba. Après Daouda Ka, Cheikh Omar Anne, Moussa Baldé, Maria Massar, Serigne Mbaye Thiam, Fatou Diané, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, Omar Sarr, Antoine Diome, Antoine Mbengue, Aliou Ndoye, Pape Sagna Mbaye, Samba Sy, Abdoulaye Seydou Sow, Abdou Karim Fofana, Moustapha Diop, Thérèse Faye Diouf, Victorine Ndeye, Modou Diagne Fada, Pape Malick Ndour, Lat Diop, très célèbre, Mame Mbaye Niang, très célèbre, Alioune Sow, Moussa Bokar Thiam, Galoba, Biram Faye, Daouda Dia, Pape Amadou Ndiaye, Annette Seck, El Hadji Momar Samb, Mamadou Salou Sow, Issakha Diop. Anita Diop est parmi ces gens-là. Je vais donc exécuter ce petit module de recherche en mettant par exemple Amadou Ba. Ba, c'est donc notre ancien Premier ministre. Vous voyez donc Amadou Ba est bien Amadou Ba à 100%. Mais supposons que je me sois trompé, que je mette Mamadou Ba. Alors donc le système me trouve encore Amadou Ba, qui est donc notre Mamadou Ba, qui est une erreur parce qu'il n'y a pas de ministre qui s'appelle Mamadou Ba, mais le degré de certitude est de 70%. J'entre maintenant, par exemple, il y a une ministre, je pense, qui s'appelle Fatou Diané. Je vais taper Fatou Diamé. Comme vous pouvez le voir, donc en fait, notre système nous trouve bien que vous cherchez effectivement Fatou Diané. Donc, même si vous avez tapé Fatou Diamé, c'est Fatou Diané qui sort ici. Je ne peux pas oublier donc le célèbre Mame Mbaye Niang. Je vais l'écrire donc en fait Mame Mbaye Niang en collant les deux mots et on trouve effectivement que donc c'est Mame Mbaye Niang qui est notre Mame Mbaye Niang qui est avec un taux de certitude de 81%. Ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse réellement, ce n'est pas ça, c'est de savoir qui est Anita Diop donc dans cette affaire.
Et comme vous pouvez le voir ici, nous trouvons que c'est Antoine Diome qui est Anita Diop avec un taux de certitude de 73,1852%. Alors, ça ne veut pas dire que donc moi je suis sûr à 100% que Antoine Diome et Anita Diop, mais ce qui est sûr, c'est que donc s'il y en a un parmi les ministres, c'est probable, enfin, c'est celui dont la probabilité, donc en fait le taux de coïncidence est le plus important par rapport donc à cette signature-là. Parce qu'Anita Diop, jusqu'à présent, donc personne ne voit en autre. Mais ça, c'est l'intelligence artificielle. Donc en fait, on s'éloigne un peu de la certitude à 100% et on calcule des taux de coïncidence. C'est un premier niveau d'investigation neuronale, comme on dit. Mais si je voulais aller encore plus loin, mais je prends le Antoine Diome là et je regarde, ou bien les 5 qui ont les taux de coïncidence les plus élevés, et je vais regarder maintenant qui est leur employé, qui sont leurs employés, quels sont leurs amis, quels sont les membres de leur famille, etc. Toutes les accointances, si j'ai les informations disponibles dans le réseau, je vais aller investiguer dans le réseau comme étant un deuxième niveau neuronal pour pouvoir préciser encore. Et évidemment, donc si les personnes que je trouve sont plutôt dans le cercle plus ou moins troublé, bon, si on dit que c'est Macky Sall qui est son chef, bon, on ne va pas dire ah non, donc c'est pas lui. Hein. Au contraire, ça va l'enfoncer davantage. Par contre, si on trouvait que donc en fait c'est Sonko le chef de ce gars-là, on dirait non, Sonko ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Nous on sait que Sonko n'est pas son chef et que Sonko était en réalité donc sa victime. Oui, monsieur Antoine Diome, vous avez du souci à se faire parce que donc vous n'avez pas fait ça tout seul donc dans votre ministère. Vous l'avez fait faire par quelqu'un, soit qu'il l'a commandé à l'extérieur, ou bien qu'il a pu le faire faire donc sur une de vos machines. Les gens vont parler. Parce que ce que vous avez fait n'était pas joli. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie, en fait, juste le travail préparatoire de cette affaire-là. Mais le plus important, évidemment, était d'avoir donc des résultats. Et les résultats, comme je l'ai indiqué tantôt, relèvent naturellement du cahier des charges qui a été soumis par donc l'organe qui était chargé de la détection de fraude du côté de la coalition de l'opposition. Mais encore une fois, en fait, quand on fait ces calculs-là, on ne les fait pas on ne peut en aucun cas avantager l'opposition. On ne peut que faire ressortir les risques de fraude, les risques de défaillance. Ça peut être des risques, simplement donc des erreurs qui sont commises. Et on essaye de tout faire pour les corriger. Mais ici, le cahier de charge, c'était donc la détection de fraude. Action numéro 1, c'était la distribution démographique. Comparer la distribution démographique dans la carte électorale entre ce que la direction de l'administration du fichier fait et ce qui ressort de l'analyse des données de la NSD. J'en ai déjà parlé. Bon, c'est des petits modules ici qui sont développés aussi pour aller chercher sur la base de données, donc des résultats, les informations qui sont ici, ou bien sur la base des données, disons, de calcul, donc venir alimenter la base de données des résultats avec les résultats qui sont déterminés ici. Alors, il y avait donc en fait des détection de fraude 2, détection de fraude 3, comme terme de référence, l'évolution dans le temps des centres de vote et des bureaux de vote. Donc là aussi, évidemment, donc ça fait pas mal de calculs. Nous les avons faits. Donc 3, 4, ici, 4, 5, c'était le plus important, le plus difficile à faire en réalité dans tout cet exercice-là, parce que c'est essayer de trouver les transferts. C'est-à-dire, il y avait en 2019 et en 2022 des électeurs dans le fichier électoral de cette période-là. Et en 2024, on nous présente un autre fichier électoral. Est-ce que les électeurs
qu'on connaissait et qui connaissaient leur bureau de vote votent toujours au même endroit? Ou bien est-ce que quelqu'un a pu changer quelque chose pour les transférer? Et quand vous avez donc en fait à peu près, bon, en 2019-2022, on était à peu près à 6 millions et quelques électeurs, et en 2024, 7 millions 300. Vous voyez que ce sont des matrices extrêmement grandes et il faut investiguer chaque cellule de cette matrice-là. Et donc, si vous n'avez pas les bons ordinateurs, c'est compliqué. La base de données, en réalité, donc le serveur a besoin d'énormément de capacités de calcul pour pouvoir s'en sortir. Mais évidemment, quand on est dans l'opposition, on n'a pas accès au supercalculateur. Enfin, quand on calcule pour le groupe de l'opposition, de toute l'opposition réunie, on n'a pas accès à des supercalculateurs. Bon, on fait avec les moyens de bord, on fait avec ce qu'on est. Moi, j'ai un serveur ici qui était, bon, voilà, assez moyen, avec des possibilités limitées. Donc, il fallait absolument compenser, en réalité, avec des algorithmes extrêmement pointus pour compenser, en fait, le manque de puissance de calcul par, disons que la capacité des logiciels à minimiser les requêtes sur ce serveur-là. Mais tout en ayant, évidemment, donc des données absolument parfaites. Donc ceci nous a permis de détecter plus de 270 000 transferts, 270 000 électeurs qui ne trouvent plus leur bureau de vote. Ça peut changer le cours d'une élection. Quand on est donc à 49-51, ça peut être absolument déterminant parce que ça représente pratiquement 10% du nombre d'électeurs qui a été obtenu, par exemple, ici par Diomaye à l'occasion de ces élections présidentielles. Et donc ici, ça c'est le modèle global et vous voyez que donc les transferts, on les étudie depuis la zone, même entre zones, puis dans la zone, puis dans la région, puis dans le département, puis dans chacune des communes. Et donc les investigations sont vraiment totales et sont bouclées dans quelque chose qui semble tout simple et tout petit, tel que je viens de vous le montrer ici. Mais je peux vous garantir, donc il y a eu plein d'essais sur des différentes technologies. Et finalement, donc on en est, cette technologie-là a été en fait celle utilisée la plus efficace pour nous permettre de faire ce travail-là dans des délais raisonnables. C'est-à-dire en fait l'ordinateur a quand même tourné pendant 4 jours avant de pouvoir cracher donc l'ensemble de ces résultats. 4 jours non-stop, jour et nuit, 24 heures sur 24. Donc la machine tourne pendant 4 jours. Bon, évidemment, si on avait un serveur extrêmement puissant du genre de ce que l'on peut trouver dans les grands centres de recherche, on n'aurait peut-être pas besoin de se casser la tête pour trouver des logiciels géniaux pour régler ce problème-là. Mais peut-être qu'on aurait pu faire ça en une journée ou quelques heures même. Bon, ça, c'est de la supputation, donc c'est pas le plus important. Bref, on fait avec ce qu'on a, on fait avec les moyens de bord. Et évidemment, donc une fois qu'on est préparé à cela, maintenant, quand on doit se doter de serveurs pour d'autres exercices, on sait exactement ce qu'il faut acheter pour pouvoir réaliser cela. Donc ça, c'était vraiment cette partie-là de DF4, DF5, détection de fraude, terme de référence 4, terme de référence 5, c'était vraiment extrêmement important, passionnant aussi sur le plan technique. Enfin, quand on aime les difficultés, on se régale avec ce genre de choses parce qu'on n'a pas les moyens, on fait avec les moyens de bord. C'est comme si on demandait à un paysan qui a d'aller donc cultiver un champ qui fait 500 hectares, quoi. Et il fait avec son outil ce qu'il peut faire. Maintenant, s'il trouve donc les moyens de multiplier par 40 donc la capacité de travail, ça l'aidera à aller plus vite. Donc en fait, ici, nous avons pu diviser par 40, en fin de compte, le temps de traitement qu'il aurait fallu pour pouvoir traiter avec des logiciels simples
donc cette affaire-là. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Évidemment, il fallait aussi donc, bon, avoir une certaine comparaison par rapport de l'évolution des inscrits et des radiés que nous avions donc en fait en 6 par rapport aux fichiers précédents, aux élections précédentes, savoir qui n'était pas dans les listes précédentes et qui est dans cette nouvelle liste, donc des nouveaux inscrits, mais qui est-ce qui était dans les anciennes listes et qui n'est plus dans la nouvelle liste, qui est donc radié. Bon, quelqu'un peut être radié pour de bonnes raisons, ça peut être quelqu'un qui est décédé, malheureusement, donc qui sort de la liste. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a été radié juste comme ça, et on ne sait pas pour quelle raison. Parce qu'on pense que donc il va voter pour tel ou tel camp. Boum, donc on le vire du fichier et il disparaît. Donc si ça arrive, bah, nous on sait que donc la personne est toujours vivante, donc bah, et que son âge n'a pas baissé en dessous de 18 ans, qui est l'âge de la majorité, bah, donc il faut le remettre donc dans le fichier pour que l'affaire puisse se dérouler correctement. Et le fichier que nous traitons, nous le publions évidemment donc à travers les réseaux, et l'Internet est fantastique pour cela. Vous créez un site quelque part, notre site, donc il s'est appelé Wordoma, ce n'est pas moi qui l'ai défini, j'ai juste produit les informations qui ont permis de l'alimenter, ou une partie des informations qui ont permis de l'alimenter, donc les informations dont je vous parle ici, et qui ont déjà fait l'objet d'une vidéo entière qui expliquait vraiment tout cela. Je ne vais pas revenir sur cela. Et évidemment, nous avions aussi en DF7, DF8 le nombre moyen d'électeurs par bureau de vote qu'il fallait voir, donc son évolution dans le temps, ce qui est très important. Et le DF10, c'était donc l'évolution du nombre d'inscrits dans le temps. Bien entendu, une fois que tout ce travail-là avait été fait, a été fait à l'époque, donc nous avons pu fusionner en fait les transferts de ceux qui ont été transférés donc en 2019 vers 2022 et puis 2022-2024 pour fusionner tout cela, pour mettre l'information à disposition et que les électeurs aient su, même si c'était 2 ou 3 jours seulement avant les élections, ils pouvaient avoir accès donc par le net à ces informations-là, savoir qu'ils sont concernés par les transferts et donc aller voir sur le même site exactement quel est le nouveau bureau de vote, où est-ce qu'il a été transféré. Ça a été le cas, par exemple, pour les électeurs du département de Keur Massar, dont je vous ai parlé tantôt, et qui ont été au bon bureau de vote, mais comme vous le savez tous, bon, peut-être que ceux qui se sont trompés dans les inscriptions n'étaient pas préparés à ce qu'on puisse trouver en fait ces erreurs-là. Mais les électeurs, je le répète, sont bien allés au bon bureau de vote où ils auraient dû voter, mais on leur a quand même empêché de voter. Parce que donc, dans les documents que l'administration avait circulés, il n'y était pas. Donc ça, c'est bon. Mais le fait que les électeurs de Keur Massar n'aient pas voté a certes pesé sur le pourcentage, parce que c'est quand même un département très important, mais n'a pas changé l'orientation de vote parce que Keur Massar est un département qui était totalement acquis aux candidats de la coalition de l'opposition. Donc les 54, quelque chose % auraient pu être un peu plus élevés, mais en réalité donc l'écart entre le candidat de l'opposition et le candidat du pouvoir était tellement important en faveur du candidat de l'opposition que ce delta-là ne peut pas avoir modifié. En fait, il l'aurait renforcé et pas diminué, c'est certain. Et il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Voilà en réalité donc ce que je voulais vous dire sur cela. Bon, on aurait pu passer énormément de temps que là-dessus, mais en réalité, en fait, ceci vous donne simplement une idée de ce qu'il est possible de faire pour pouvoir, garantir que si les techniciens, les ingénieurs
ne sont pas capables de gagner des élections. Les élections sont gagnées en réalité par le personnel politique qui est sur le terrain pour convaincre les électeurs que leur intérêt va dans telle ou telle direction. Il faut qu'ils votent pour tel ou tel candidat. Ça, c'est la compétition politique. Ce que le technicien peut apporter, c'est de s'assurer et assurer tout le monde que celui qui doit gagner, s'il gagne, il a gagné sur des bases saines. Autrement dit, empêcher que les élections soient gagnées sur tapis vert ou perdues sur tapis vert. Ça ne doit pas être possible. Je ne vous ai parlé que du pré-traitement des données électorales, mais en parallèle à cela, donc il y a aussi la remontée de toutes les informations électorales qui étaient traitées par un autre groupe, la remontée des informations électorales le jour des élections, pour que donc, certains journalistes ne se précipitent pas pour annoncer des résultats absolument délirants au profit donc, des candidats de l'État ou du pouvoir en place, et que ceci fasse une sorte de jurisprudence nationale et permettant à celui-là, même s'il a totalement perdu, de proclamer urbi et orbi qu'il a gagné à 58 ou 65% les élections dès le premier tour, comme on le voit quelquefois un peu trop souvent sur le continent africain. Je vous remercie.